Vous allez entendre dans un instant la préhistorienne Nathalie Rouquayrol, autrice de l'ouvrage paru chez Loubatière Éditions, L'origine de l'homme, Édouard Lartet, 1801-1871, de la Révolution du singe à Cro-Magnon, qu'elle présentait à la librairie Ombre Blanche, jeudi 9 décembre 2021. Bonne écoute. Bonsoir toutes et tous. Donc on va vous présenter ce livre, donc L'origine de l'homme, Édouard Lartet, 1801-1871, de la Révolution du singe à Cro-Magnon. Donc Nathalie Rouquayrol, qui est l'auteur avec Jacques Lajoux, qui n'est pas là aujourd'hui, enfin l'auteur principal, et Nathalie Rouquayrol, donc qui est diplômée de l'école des hautes études en sciences sociales auprès du professeur Jean Guilaine. Ah oui, plus près comme ça ? Ah oui, je m'entends, oui, un peu. Nathalie, vous avez longtemps dirigé le musée de la préhistoire d'Aurignac et conduit sa modernisation jusqu'à hier. Et vous avez écrit, conçu et pensé ce livre dans son contenu comme dans la forme, que nous avons relayé en tant qu'éditeur. Dites-nous un petit peu comment est né ce projet. Oui, d'abord, merci à la dame qui nous a accueillis d'avoir eu cette initiative, même si nous sommes peu nombreux. Bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs. Nous sommes ravis. Ce sera intime, donc c'est parfait. Ce projet est né à Aurignac, justement, puisque je commençais à y travailler et forcément à m'intéresser aux personnages clés du site aurignacien d'Aurignac, qui était Édouard Lartet. Lartet, dit-on dans le Gers, hein, voilà, disent les Gersois. Et je commençais à publier, à faire quelques petites recherches sur lui. Puis un jour, j'ai été contactée par un monsieur gersois, donc, qui connaissait Lartet et qui était mémoire de ce département et qui avait eu vent que les descendantes de la famille Lartet conservaient des documents. Et il avait eu la possibilité d'accéder à ces documents et me contacter, sachant que j'avais déjà un peu travaillé dessus, sur le personnage, pour aller chez ses héritiers, cette héritière, voir les documents. Et là, surprise magnifique, un fonds considérable, inédit totalement, que personne n'avait jamais vu, qui contenait à peu près, je ne sais plus, 280 lettres à peu près, écrites à Édouard Lartet, et puis des documents complémentaires. Et la personne propriétaire était absolument ravie que l'on s'intéresse à ce fonds. Évidemment, ça a tout de suite ouvert sur des perspectives inattendues. Et voilà comment je suis rentrée plus profondément, disons, dans ce sujet. Ce fonds est vraiment exceptionnel et finalement, d'année en année, je dois dire aujourd'hui qu'il m'a été offert par cette descendante et que moi-même, je l'ai ensuite versé aux archives départementales du Gers où il est maintenant à la disposition du public puisque toutes ces recherches sont achevées. Voilà. Disons également que, au-delà du fond lui-même, ce sont des rencontres magnifiques avec cette personne, avec Jacques Lajoux, et que nous avons travaillé plus de 15 ans ensemble dans une parfaite coordination et très agréable, un travail très agréable ensemble. Voilà. Maintenant, vous allez nous parler un peu d'Édouard Lartet, qui a quand même une trajectoire très originale et qui a été au cœur de la fondation de la préhistoire, avec d'autres bien sûr, mais un participant éminent.
Oui, éminent. Et justement, l'enjeu de ce livre était, parce qu'en plongeant dans les documents, je me suis vite rendu compte que il n'était pas du tout celui que l'on racontait dans les différents livres de préhistoire depuis, vous savez, X années, où vous en avez un qui publie 2 pages, et puis le suivant, il reprend les 2 pages du précédent, qui reprend, etc., etc. Et puis on arrive à des banalités, des généralités. Et en creusant un peu la question, je me suis aperçue que ce n'était pas du tout ça. Et qu'il y avait vraiment matière à réinventer complètement, non seulement le personnage, traduire ce qu'on voyait dans les documents, mais en plus réinventer l'histoire de la préhistoire. Il fallait la modifier. Voilà. Alors, qui était-il, ce personnage ? Par ailleurs, très sympathique, faut le dire. Écrire la biographie de quelqu'un de sympathique, c'est encore plus agréable. Voilà. Lartet est né quasiment avec le siècle, en 1801, sous le consulat, et il décède alors que les bombes sont en train de tomber sur Paris au moment de la guerre de 70. Donc vous voyez, il traverse quasiment tout le siècle, et en plus, un siècle très changeant, très compliqué sur le plan politique, des 2 empires, des royautés, des révolutions, des républiques. Enfin, c'est vraiment un siècle passionnant sur le plan politique, culturel, scientifique, etc. Et ce qui a présidé aussi à cet ouvrage, c'était ça. Inscrire le personnage dans son temps. Ce que... je dois dire, dans les livres très spécialisés de préhistoire, on trouve assez peu. Et notre objectif était de mettre ce personnage dans son temps, et là, on découvre pourquoi on agit, pourquoi il agit à un certain moment, et qu'est-ce qui va le mener. C'est un avocat de formation, ses parents le destinent au droit. Il va étudier à Paris, il est avocat stagiaire à Paris, et puis il revient dans sa région. Mais au fond, ce qui l'intéresse, lui, c'est la paléontologie, c'est les antiquités, c'est Rome, c'est tout ce qu'il trouve autour de chez lui. En plus, il a une chance inouïe, c'est que le Gers et les alentours de son domicile, à côté de Séissan, à Ornézan, le château familial, il y a des restes paléontologiques un peu partout. Donc il plonge de plus en plus dans ce penchant, disons, qu'il avait. Et puis il a une chance absolument inouïe, c'est qu'à 4 lieues, c'est-à-dire 16 km, 1 lieue, 4 km de chez lui, 20 minutes à cheval, il se trouve une colline qui devient le site majeur, encore aujourd'hui, de paléontologie du Miocène, c'est-à-dire la faune d'il y a 15 millions d'années. Il y a évidemment de quoi orienter toute une carrière. Quel est le contexte aussi sur le plan scientifique ? Nous sommes dans les années 1830 et le grand professeur Cuvier règne encore à Paris, au Muséum d'histoire naturelle. Et le sens commun, si vous voulez, pour le sens commun, l'origine de l'homme, c'est la création telle qu'elle est décrite dans la Genèse. Il y a des prémices, si vous voulez, des gens qui commencent à penser que ça doit pouvoir se passer autrement, ça a pu se passer autrement. Et Lartet va consacrer sa vie à chercher les démonstrations que nous avons le droit d'avoir des ancêtres beaucoup plus anciens. Le début du 19e, on est habitué à la fossilisation, c'est-à-dire la pétrification, mais c'est pas si vieux. Considérer que un objet pétrifié était un animal qui vivait auparavant, c'est une acquisition relativement récente. Vous aviez, il n'y a pas si longtemps que ça, à Luchon par exemple, encore des textes de fin du 19e où on vous explique que ce qu'on appelle des haches polies, c'est-à-dire c'est tombé du ciel et que ça va protéger la maison si vous le mettez sous le paillasson. En gros, c'est ça. Donc on n'est pas très loin. Au début du 19e, on est vraiment entre croyances et démonstrations scientifiques. Voilà. Et la vie de Lartet, c'est ça. Démontrer que nous avons des ancêtres, y consacrer toute son énergie et rencontrer des ennemis,
des ennemis puissants, et ça a été des rebondissements, c'est une enquête absolument avec des péripéties nombreuses. Il croise aussi les premiers faux en archéologie, il organise des conclaves avec des savants anglais pour distinguer le vrai du faux. Enfin, c'est un véritable roman. Sa vie est un roman. Il a dû bien batailler, pas seul d'ailleurs, hein, avec ses contemporains pour arriver à faire changer de perspective par rapport à l'origine de l'homme. Oui, il a bataillé. Alors, Aurignac, par exemple, est un site charnière. Donc, le premier, il y a 3 grands épisodes, si on peut dire. Le premier grand épisode, c'est la colline aux fossiles, celle de Sansan, où, malgré que Cuvier ait affirmé, ou disons, il a pas affirmé peut-être un peu fort, mais quand même, que les primates fossiles et l'homme ne pouvaient exister puisque l'humanité avait survécu que après le déluge et il y avait quelques personnes qui avaient repeuplé la Terre, etc. En 1936, donc peu après la mort de Cuvier, Lartet découvre un singe. Premier singe fossile européen. Donc là, c'est le premier séisme, un grand séisme à l'Académie des sciences. Donc s'il y a un singe, alors je vais trouver un homme. Et donc il a cherché de plus en plus. Voilà. Le grand événement suivant, c'est 20 ans après, nouvelle découverte d'un autre singe. Alors on a la lettre là aussi du collectionneur qui l'a trouvé. Venez voir, j'ai trouvé dans mon grenier, j'ai tout rangé, maintenant vous pouvez voir mes fossiles et je viens de trouver un singe, je vous attends à la maison. En gros c'est ça la lettre. Et ça c'est confirmation, un singe encore plus près de l'homme. Et puis vient Aurignac, donc là, formidable. Des outils préhistoriques, un foyer, donc c'était bien des humains, et à côté une sépulture collective. Bon, il y a un petit peu des erreurs normales pour son époque, c'est pas grave, mais c'était très belle démonstration. Que se passe-t-il ? Censure à l'Académie des sciences. Et là, les ennemis sortent les armes, hein, vraiment. Ça a duré des années. Et puis ensuite, 3e grand épisode. Alors là, magnifique dans le contexte de l'époque, c'est 63-65, le Périgord. Lartet rencontre, qui devient un ami très proche, un Britannique, Henry Christie, qui est d'une famille de banquiers et qui a délaissé la banque parce que ça ne l'intéresse pas et qui parcourt le monde à la recherche des traditions et des populations amérindiennes, inuites, etc. Et ces deux-là vont devenir une paire d'amis absolument exceptionnels et ils entreprennent des fouilles. Alors là, en grand, puisque Christie a les moyens et enfin Lartet a les moyens de déployer vraiment ses recherches. Et là, ils trouvent... Alors, si je reviens un peu en arrière, Aurignac, c'était « je démontre que l'homme fossile existe ». Censure, ok, mais aussi, oui, donc il doit être complètement abruti, proche du singe, forcément très bas sur l'échelle, dans laquelle on classe, sur les barreaux desquels on pose les populations. Donc cet homme fossile, il est récupéré par le contexte et il doit être stupide et proche du singe. Oui, mais voilà, Lartet va fouiller dans le Périgord avec Christie et là, que se passe-t-il ? Des œuvres d'art. Non seulement l'homme fossile existe, mais en plus il est artiste. C'est pas une belle démonstration, ça. Voilà. Et reconnu, alors vous le disiez, finalement la reconnaissance ultime de fin de carrière, ce sera l'exposition universelle de 1867 qui se tient à Paris, au Champ de Mars, où s'organisera sous la direction de Lartet, justement, la première grande exposition de préhistoire, des outils préhistoriques, avec les fameuses œuvres d'art au milieu, dans la vitrine centrale. Et là, c'est officiel, hein, c'est l'Empire qui reconnaît toutes ces relations internationales qui amènent des collections, qui les présentent. Enfin, c'est vraiment le point d'orgue de sa carrière, on peut dire.
Bon, ça c'est le versant scientifique. Après, il y a toutes les aventures entre les différents courants et les chaussetrapes que les uns et les autres se font, les contestations, les faux. Puisqu'il y a des fabrications de faux. Voilà, c'est très difficile. C'est très difficile comme moment parce que il y a l'autre personnage important en préhistoire, c'est Jacques Boucher de Perthes. Et là aussi, nous arrivons à démontrer dans ce livre que s'il n'y avait pas eu l'Arté, la préhistoire, elle partait à la dérive. Enfin, franchement, on ne voit pas comment ça n'allait pas à la catastrophe. Et justement, ça aurait servi ses détracteurs d'une manière magnifique. Que se passe-t-il ? Jacques Boucher de Perthes fait collecter par des ouvriers dans le nord de la France, à Abbeville, Amiens, dans des carrières. Ce sont des sites exceptionnels où sortent des outils partout préhistoriques. Bon. Et seulement, Jacques Boucher de Perthes dit écoutez, si vous me trouvez demain, je vous donnerai plus 1 franc, mais allez, si c'est beau, je vous donnerai 1 franc 50. Enfin, je ne sais plus combien, mais bon, peu importe, c'est le principe. Hein. Sauf que, oui, à force, on va lui en donner plein des outils. Et puis il y a des faux. Là-dedans, les ouvriers, ils deviennent experts en taille du silex, comme font aujourd'hui un certain nombre de personnes. Et Boucher de Perthes est souvent abusé. Et puis un jour, 1863, on l'appelle parce qu'il y a eu une mâchoire humaine. Il y a un truc qui dépasse là dans la carrière. Alors, il faut que Boucher de Perthes vienne voir. Oui, alors on sort une petite mâchoire humaine. À Aurignac, il y avait des sépultures, mais on n'avait pas de mâchoire vraiment à montrer à ce moment-là, hein, parce qu'elles avaient été déjà bousculées auparavant, etc. Et donc là, survenait une prétendue formidable mâchoire humaine. La preuve que tout le monde attendait. Sauf que, de suite, il y a un doute. Il y a un doute sur l'authenticité de l'objet. Et là, il y a des épisodes absolument extravagants, et il y a les pour, il y a les contre. Alors on va chercher les amis anglais, et puis tout le monde arrive. L'Arté organise donc, comme je disais au début, un congrès. Moi j'appelle ça le tribunal de la mâchoire, et je raconte ça. Alors c'est là où je me permets des différences dans la forme dont on parlera tout à l'heure, mais c'est vraiment extraordinaire de revivre ces moments-là avec lui. Et si l'Arté n'avait pas organisé en juriste, parce qu'il garde sa formation de juriste, hein, bien sûr, en juriste, tous ces épisodes-là pour les mener comme il faut, la presse, le charivari, tout ça, il se moquait. Enfin, la préhistoire partait à la débandade. C'était la débandade, quoi, voilà. Pour donner un exemple. Alors voilà, ça donne des épisodes passionnants, voilà. Oui, ce qu'il y a de très, très intéressant, c'est que ce personnage qu'on connaît peu, en fin de compte, a traversé absolument toute cette période, a été présent pendant toute cette période, rencontré à peu près tous les scientifiques de son époque, en étant toujours très discret, au point qu'il a été un peu oublié, mais on se rend compte qu'il a beaucoup œuvré pour aussi la cohésion, il me semble, à la fois scientifique et des scientifiques, même si il a dû se défendre parfois âprement. Son rôle quand même est discret, mais essentiel. Oui, c'est un personnage qui a un caractère très réservé. Oui. On le dit timide, mais en même temps, c'est un courageux. Et lorsqu'il faut aller au front ou défendre quelqu'un, il laisse pas tomber les amis. Il n'a jamais laissé tomber Boucher de Perthes, même si c'était quand même un personnage fantasque qui exagérait un peu, qui mentait de temps en temps, qui faisait aussi des arrangements avec la vérité. Enfin bon, et il a joué toujours un rôle. Vous avez raison de souligner. Il arrondissait les angles, il faisait rencontrer les personnes qu'il fallait. Il avait de grands amis en Angleterre. Hugh Falconer, un grand paléontologue, et il animait ce milieu discrètement.
Et il l'a fait avancer énormément, énormément. Il a pas mal publié. Alors, là aussi, on dit qu'il n'a pas publié, mais si on fait la compilation de tous ces... Il n'a pas publié de livres en tant que tel, mais de toutes ces publications scientifiques, il y a, je ne sais pas combien de pages, il y a plusieurs centaines de pages. Donc, il a beaucoup publié, mais pas d'ouvrages édités. Alors, je pense que la raison vient du... Il le dit, de sa difficulté à écrire. Je vous en prie, monsieur. Non, allez-y, excusez-moi. Parce qu'il y a une publication, il y a Reliquia indiqué. Pardon? Il y a une grosse publication d'articles aussi. Ah, le Reliquiae, oui. Et oui, mais le Reliquiae, c'est pas lui, c'est une compilation aussi. Il y a des articles de lui, il y en a de Christie, il y en a de Rupert Jones, il y en a de... C'est une compilation, voilà. Il a rédigé des petits morceaux, oui, c'est vrai. Il y a des articles de lui, c'est vrai. Et... voilà, mais d'ouvrages, après la petite publication de Sanson, mais bon, voilà, il n'y a pas de gros ouvrages signés de la main de l'Arte. Mais c'est vrai que ça a été un grand animateur du cercle des naturalistes, parce qu'il a vécu beaucoup à Paris. Après, il partageait son temps entre Paris et le Gers. Et à Paris, il habitait à 2 pas du muséum, il y était comme chez lui, il allait voir toutes les collections, et il connaissait le muséum mieux que personne, toutes les collections de paléontologie, bien sûr, pas les herbiers, mais et tout le monde venait le voir, et on allait toujours, même on sonnait à sa porte le soir, et c'était vraiment un personnage central, voilà, mais discret. Donc la postérité a un peu oublié. Voilà. On peut peut-être aussi parler de la forme de l'ouvrage, oui. Un petit peu parce que ça a été aussi un enjeu pour vous, à la fois de présenter la personne d'Édouard Lartet, mais le contexte scientifique. Je ne sais pas si on m'entend bien, oui. Le contexte scientifique, le contexte historique et sociopolitique également. Donc il y a énormément, il y a plusieurs niveaux de lecture et il y a un petit peu, voilà, on est dans le siècle, voilà, avec ce livre aussi. Oui, c'est vrai, c'était l'objectif. Lorsque j'ai commencé à rédiger, j'ai rédigé un chapitre et puis je me suis adressée à Noël Coy, qui était un des meilleurs historiens de la préhistoire. Et je lui ai dit, voilà, j'envisage d'écrire de cette manière-là. Qu'en penses-tu? Est-ce que c'est jouable? Il m'a dit, si tu te sens de faire tout le livre comme ça, vas-y, c'est agréable à lire. Bon, c'était un spécialiste, donc ça m'a un peu confortée. Et donc j'ai continué sur cette forme. Alors, quelle est cette forme qui, je dois dire, est réussie à l'arrivée grâce aux éditions Loubatière, mais en particulier grâce à Maxence Fabiani, qui est là, qui est celui qui a mis en forme, donc qui a créé la maquette du livre. Et ça, c'était fondamental. Sans une belle maquette, on n'arrivait pas du tout à rendre ce que nous souhaitions. Et l'objectif, vient de le préciser aussi Marilyn, c'était de s'adresser à un public large. Parce que, alors ça c'était Yves Coppens m'avait dit, mais pourquoi vous ne faites pas une thèse sur l'Arte? Oui, d'accord, une thèse, mais quand vous faites une thèse, si on veut publier, après il faut tout réécrire. Alors, écrire 2 fois, ça m'enchantait guère, vraiment. J'ai préféré ne pas faire la thèse et écrire une seule fois. Voilà, ce qui a été long quand même, mais bon. Et l'objectif était également un public large, mais placer l'Arte dans son siècle. Car je trouve dommageable que certains écrits, certaines spécialités soient très resserrés sur leur sujet d'étude et ne se mettent pas, n'entrent pas, ne participent pas du contexte dans lequel ils sont. L'objet d'étude n'est pas dans son contexte. Et moi, ça me semblait
très important. Et du reste, dans ce livre, il y a un certain nombre de chapitres où on voit bien que les conclusions auxquelles on arrive dépendent du contexte. Enfin, quand vous avez un chercheur, Jean-Baptiste Noulet, qui ne publie pas ce qu'il vient de trouver, qui pourrait être révolutionnaire, sauf que vous êtes en décembre 51, au moment du coup d'État. Enfin, je ne sais pas, mais il y a quand même des circonstances politiques qui passent dans une vie sur un plan plus en priorité par rapport à certaines recherches. Donc ça, c'était l'exemple peut-être le plus criant, mais on voyait bien que dans la trajectoire de l'Arte et des savants qui sont autour de lui, il y a le poids, la pression du contexte. Et ça me semblait très important. Finalement, donc, on obtient une fresque du 19e, assez naturaliste, mais pas seulement, très, très contextualisée politiquement, socialement, scientifiquement, etc. Et c'était ça qui me plaisait avant tout, c'était de mettre le personnage dans son siècle. Et on voit que ça donne beaucoup de résultats sur leurs agissements, ça pèse sur leurs agissements. Mais pour ça, c'était pas très facile parce que il fallait imaginer des moyens de passer d'un sujet à l'autre. Et la forme retenue, donc, c'est un fil central, si vous voulez, qui se déroule comme ça. Alors, dans le livre, vous voulez bien ouvrir le livre, Marilyn, s'il vous plaît? Si on n'importe quelle page, allons-y. Voilà. Ou n'importe, oui, voilà. Donc le fil central, il est ici, comme ça et comme ça, voilà. Et puis là, par exemple ici, voilà, vous avez du beige avec une écriture bleue. Et là, c'est le luxe que je me suis offert. C'était mon plaisir parce que voilà, quand vous écrivez une biographie et avec toute la foule de documents qu'on avait, donc des lettres, on en est arrivé à 600, 700, celles qui sont ailleurs, qu'on a vues à l'étranger, etc. Vous avez une foule de minuscules renseignements, mais on peut pas tout mettre évidemment, on peut pas tout écrire parce que sinon il faut 2000 pages. Et donc ces petits éléments, je les rassemblais et ça donne des fictions. C'est des fictions qui font une page, 2 pages, qui jalonnent le livre, comme ça, il y en a, je sais pas combien, une quinzaine ou une vingtaine. Et là, on met l'épaisseur humaine, on retrouve les ambiances, on le procès de la mâchoire, c'est celui que je préfère. Hein. Puis il y en a un autre, j'adore, où la pauvre mâchoire, elle est sur la sellette, là, ils vont la couper à la scie en plus, enfin, c'est trop rigolo. Après, il y a, voilà, à gauche et à droite, voilà, il y a des repères, enfin des encadrés, on appellerait ça, mais que Maxence a mis en page de manière magnifique pour éclairer des définitions de paléontologie ou de géologie, etc., pour qu'on puisse comprendre au fil des pages. Voilà. Après, les illustrations sont très nombreuses. Ah, la mâchoire, c'est elle, la fameuse. Il y a, je sais pas, 120 ou 125 illustrations, je sais plus. Oui, voilà. Il y a beaucoup de documents originaux. Et des schémas aussi pour se repérer sur la faune, sur les époques, parce que quand même, oui, celui-là, quand même, l'Arte est arrivé en 67. Au début de sa carrière, il n'y a rien du tout. Et à la fin de sa carrière, en 67, au moment de l'exposition universelle, il a créé le premier classement chronologique de chronologie relative. Les suivants, Mortillet, ont voulu le casser. Ils ont erré, on va dire, pendant 50 ans. Sauf que, au début du XXe siècle, on s'est rendu compte que l'Arte avait eu raison. Et que son classement, avec les moyens de son époque, était juste. Voilà, un personnage clé quand même. Donc, il méritait bien qu'on lui rende justice. Et finalement, alors, voyez, voilà, un autre exemple de petite fiction, voilà. Et nous avions voulu, je l'ai dit, un livre pour public varié, mais aussi abordable, et c'est je suis très contente du résultat, vraiment. Vous avez imprimé un tour de quelqu'un qui vous tenait à cœur, quand même.
c'est vrai. Oui, je le dis. Dernièrement, Nathalie Rouquayrol a reçu donc quand même un avis qui lui a fait très chaud au cœur. Oui, absolument, c'est vrai. Sansan, je l'ai dit, grand site paléontologique. La colline a été achetée grâce à l'Arte, toujours, par le Muséum de Paris, le Muséum national d'histoire naturelle. Et l'Arte, à la fin de sa vie, a été nommé professeur de la chaire de paléontologie à Paris au Muséum. Ça, c'était en 69, et puis il n'a pas exercé longtemps, mais le muséum a continué sa trajectoire, et la chaire de paléontologie a eu un certain nombre de successeurs. Oui, d'accord, il y a eu une modification administrative du statut, mais bon, peu importe. Et aujourd'hui, enfin jusqu'à il y a peu, il y avait professeur de paléontologie, la chaire de paléontologie au muséum, Pascal Tassy, grand spécialiste de la faune de l'âge de Sansan, des 15 millions d'années, et que j'ai vu souvent à Paris, qui m'a montré tous les tiroirs, qui m'ouvrait les tiroirs avec la faune de Sansan, etc., quand j'écrivais ce livre. Et j'ai vu Pascal Tassy il y a 8 jours, qui m'a félicité et qui m'a... Donc j'ai son imprimatur, voilà. Comme vous dites. C'était un livre formidable. Il m'a dit, je le recommande à tout le monde, il faut le lire, il va changer le regard sur la préhistoire. C'était... J'avoue, ça fait vraiment plaisir. Je me suis permis de le souligner parce qu'elle nous l'a dit juste dans la voiture, là, à l'instant. Donc, voilà. Et puis ici, une autre petite chose, allez, rigolote pour terminer. Oui, bien sûr, oui. Hein, oui. Oh, ouais, ça c'est magique aussi. Parce que j'ai dit aventure humaine, mais tout le long, ça a été une aventure incroyable, ce livre. Le 26 octobre de cette année, la dame héritière qui m'avait offert ce fameux fond magnifique, extraordinaire, des signatures fantastiques, me téléphone, Nathalie, est-ce qu'on peut venir vous voir demain ? Oui, bien sûr, avec plaisir. On a quelque chose pour vous. Ah, le lendemain, donc, elle vient et elle pose sur la table un tout petit paquet comme ça. Et elle me dit, c'est pour vous, je vous l'offre. Alors, je n'osais pas l'ouvrir, bien sûr. En préambule, je dois vous dire que la correspondance, c'est quelque chose de très compliqué parce que vous avez la correspondance reçue, donc là, vous avez des éléments, et puis après, vous avez la correspondance expédiée. Le génial, c'est quand vous croisez, évidemment, donc ça, on avait réussi à croiser un certain nombre de choses, mais ces correspondances, ces fonds ont été triés par son épouse, l'épouse de l'Arte, ou le fils, je ne sais pas qui a trié, hein, l'épouse ou le fils. Et ce tri a fait supprimer tout ce qui était un peu personnel, puisque ces fonds, pour la postérité, on laissait le fond scientifique, si vous voulez, l'aspect carrière scientifique du personnage, mais tout ce qui pouvait être un petit peu personnel, eh ben, on le retirait dans les lettres. Donc il y a plein de lettres qui ont disparu. Et évidemment, qu'est-ce qui disparaît ? Ce sont les lettres des amis, des gens proches. Or, c'est avec les amis aussi qu'on partage des choses sur ces recherches, ou les scoops, justement. C'est avec les amis qu'on peut les partager. Donc, on était très, très frustrés quand on ne trouvait pas de certains personnages. Et en particulier, donc, Christie, on a l'anglais, vous savez, le britannique du Périgord, là. Rien, pas une lettre. Et au British Museum, Jill Cook, la conservatrice, cherchait pareil, pas une seule lettre. Personne n'a trouvé. Et puis il y en a d'autres comme ça, il y en a un certain nombre. Et donc j'allais me décider à ouvrir ce petit paquet. Et la dame me dit, vous savez Nathalie, il n'y a pas de lettre de Christie. Parce que tout le monde sait qu'on cherche des lettres de Christie depuis une éternité. Il n'y a pas de lettre de Christie. Bah tant pis, je lui dis. Alors, on commence à ouvrir une, deux, ah ouais, ça c'est des Fontan, de Massat, ah ça c'est Noulet, ah une autre de Noulet, etc., etc. Mais je ne connais pas cette écriture. Hein. Ah, c'est en anglais, tiens. H. Christie. Voilà. La première lettre de Christie qui est arrivée le 27 octobre. Et cette dame repart très heureuse et moi aussi très émue. Et je lui dis, vous savez, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Voilà. Bien. Donc, écoutez, si vous avez des questions... Je vous en prie, monsieur. Oui, dès sa parution, je me suis...
Oui, je me suis précipité sur votre magnifique ouvrage dès sa parution et j'avoue que c'est véritablement un régal qui complète un certain nombre d'ouvrages beaucoup plus spécialisés, un peu sur les questions. Vous avez cité Noël Coy, bon, il y en a d'autres dans des formats plus accessibles, etc., qui parlent de cette aventure de la préhistoire au XIXe siècle. Ça, c'est tout à fait remarquable. Et vous avez placé d'une manière tout à fait magnifique Édouard Larté, son œuvre, dans ce XIXe siècle, enfin au moins, disons, dans la première partie du XIXe siècle, cette montée de la préhistoire. Je m'interrogeais sur le titre, mais ce n'est pas le fond de ma remarque, hein. Sur le titre, l'origine de l'homme. Moi, j'aurais peut-être dit l'origine de la préhistoire, tout simplement. Je suis préhistorien. Donc, c'est un préhistorien bon, l'origine de l'homme, c'est un titre attractif que j'admets sans aucun problème. Voilà, donc, vous avez fait allusion à l'œuvre de Larté en tant que paléontologiste, bon, sans problème, sur la colline de Saint-Saëns, etc., c'est tout à fait bien. Mais il y a également une autre facette de cette approche paléontologique qui est sa structuration des temps préhistoriques, disons, humains, contemporains de l'homme. Et vous avez vous avez souligné le conflit. Et je ne suis pas d'accord avec vous, si vous permettez cette remarque, avec Gabriel de Mortillet, qui est son secrétaire lors de l'exposition de 1867. C'est le secrétaire d'Édouard Larté, Gabriel de Mortillet. Alors, Gabriel de Mortillet critique Larté justement sur cette structuration paléontologique des temps de la préhistoire, je veux dire des temps de la préhistoire humaine. Ça ne tient pas. Il n'y a qu'une séquence qui tient, c'est l'âge du renne. Si on parle de l'âge du renne, si les préhistoriens parlent de l'âge du renne aujourd'hui, on sait très bien qu'il s'agit grosso modo du Paléolithique supérieur. Larté, par contre, à partir de ses fouilles, structure effectivement les temps de la préhistoire, mais d'un point de vue de la culture matérielle. À partir du moustier, il parle du moustérien, ou du moustierien d'abord, puis le moustérien, mais il parle de la culture du moustier, l'âge du moustier, à partir d'Aurignac. Et vous étiez bien placé pour connaître cela. Il parle de l'âge d'Aurignac, et à partir de la Madeleine, où il fouille également 3 sites majeurs, il parle de l'âge de la Madeleine. Et c'est bien cette structuration qui est reprise par Gabriel de Mortillet, y compris dans l'exposition de 1867. Voilà, ensuite, 1870, Larté disparaît, très bien, Mortillet continue. Bon, là, c'est encore une autre histoire, c'est la fin du 19e siècle. Il va s'opposer à un certain nombre de personnages, mais à la fin du 19e siècle, début du 20e, à propos du solutréen. Bon, mais là, Larté n'est plus dans le coup. C'est cet aspect-là de précurseur, moi qui m'intéresse en tant que préhistorien, de précurseur dans la structuration qui est encore aujourd'hui en cours. Et dans ces cours, François Braun, moi je l'ai enseigné à mon époque, oui, c'est ça. On retient ces termes. Ça veut dire que c'est juste. Et c'est Larté qui l'a formé. Voilà, donc moi je suis, encore une fois, c'est un ouvrage remarquable. Je vous remercie. Parce qu'on a le foisonnement d'activités tout autour de Larté. Hein. Bon, moi je me suis intéressé à Cartaillac, notamment, enfin à Larté également, mais là Larté est tout autour, et une myriade. Un dernier point, il y a quand même des précurseurs. Vous y avez fait allusion rapidement, vous n'avez pas pu parler pendant plusieurs heures. Oui. Et il y a par exemple le Narbonnais en 1824. Oui, Paul Tournal, bien sûr. Et oui, Paul Tournal. Oui. Et puis il y en a d'autres. Il y a Cristol à Montpellier, etc., qui propagent l'idée justement de la contemporanéité de l'homme et des espèces animales disparues. Bon, mais ça, évidemment, puis il y en a d'autres localement, en Périgord, etc. Bien sûr. Larté ne sort pas comme ça d'un coup de baguette. Non, le contexte du moment, et oui, il y a eu quelques... J'en parle, de toute façon, Tournal, tout ça sont évoqués. Bien. Mais Tournal, il lâche l'affaire, en 28, il lâche l'affaire, et puis il va pas plus loin, si vous voulez, il va pas plus loin, et puis il dit lui-même, ouais, mais je suis pas sûr, parce qu'il y avait aussi une faune récente, etc. Je dis pas qu'il sort de nulle part, vous avez raison, il y a des gens qui ont un petit peu
initié, on va Voilà. dire, c'est sûr. Ouvrir. Ouais. Le Cuvier, je l'éjecte. Et vous l'avez éjecté. Non, Vous l'éjectez. Si. Non, c'est Lamarck. Il faut voir Lamarck. Qui, lui, pense, et même Buffon, qui commence à dessiner. Mais ça, c'est la fin du XVIIIe, déjà. Oui. Et déjà, il y a des idées qui commencent. Bon, maintenant, est-ce que l'Arte a lu Buffon, a lu Lamarck? J'en sais rien. Oui, il les a lus, c'est sûr. Forcément, voilà. forcément puisqu'il Mais s'intéresse plus au que Cuvier. coquillage. Donc, il a forcément lu. Plus que Cuvier. Mais Merci. de Cuvier, il retient l'anatomie comparée parce que c'est un moyen de travailler, c'est la méthode qui retient, et de Lamarck, il retiendra les coquillages parce que ce sont des marqueurs stratigraphiques. Il a lu tout ça, bien sûr. En tout cas, merci pour votre splendide travail. Je vous remercie beaucoup. De votre part, ça me touche beaucoup. Alors moi, je ne suis pas préhistorienne, donc je vais poser une question beaucoup plus naïve. Oui, vous avez parlé des premières découvertes de l'Artais et de la difficulté qu'il avait à démontrer que c'était antédiluvien, entre guillemets. Et ce que j'aurais voulu savoir, c'est à l'époque, quels étaient les moyens pour dater un fossile, qu'il soit humain ou pas, et pour démontrer que ce n'était pas un squelette récent. Et oui, c'est très difficile, évidemment. L'Arte ne fait pas de chronologie absolue. À l'époque, on ne peut évidemment pas, puisque les premières datations absolues commencent en 1950 avec les carbone 14, puis toutes les techniques qui vont en dériver par la suite et jusqu'à aujourd'hui. Donc, que fait l'Arte? C'est de la chronologie relative. Celui-ci est plus ancien que celui-ci. Mais là, tel objet est plus ancien parce qu'il a été trouvé dans une couche inférieure, par exemple. C'est le cas dans les carrières, plus on descend, etc. S'il n'y a pas d'accidents divers. Mais la démonstration de l'Arte, elle est celle-ci. Je trouve un outil. Cet outil, parce que j'ai l'œil, j'ai l'habitude, je connais bien la faune. Je sais que cet outil, par exemple, il est fait en bois de renne. Oui, mais si je suis au pied des Pyrénées et que j'ai un outil en bois de renne, je sais c'est impossible qu'il soit récent, puisque le renne a disparu de la région depuis des temps très lointains. Alors, il sait que il affirme, ce sont des milliers de siècles, si vous voulez. Mais dire en nombre de milliers d'années à l'époque, on ne sait pas. Ça, c'est impossible. Par contre, on sait que c'est très très vieux. Et que c'est l'époque où, pour Aurignac par exemple, où vous avez l'hyène des cavernes, l'ours des cavernes, le mammouth, le rhinocéros laineux, tous animaux qui soit sont éteints, et on sait que c'est éteint depuis longtemps, soit sont, comme le renne, émigrés dans le Grand Nord. Donc on sait que c'est le Quaternaire, on connaît le mot à l'époque, et que c'est il y a très 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 longtemps, bien avant l'antédiluvien, comme vous dites, bien avant. Et on sait aussi, l'Arte sait aussi, par exemple, que Sansan c'est le tertiaire, enfin on ne dit plus le tertiaire, mais peu importe, le tertiaire, que c'est des bien avant Aurignac. Ça on le sait. Voilà. Mais c'est à partir de la faune. Il commence à partir de la faune. Et quand il trouve faune plus outil, et c'est ce qui va se passer dans le Périgord, où là, il va pouvoir établir la distinction grâce à la succession des extinctions de la faune. C'est-à-dire, l'ours des cavernes, on sait qu'il a disparu parce qu'il fait des recoupements. Il y a des carnets entiers où il étudie tous les sites et il voit la faune qu'il y a en Suisse, en Angleterre, en Allemagne, partout. Et il arrive à savoir à quel moment, par exemple, il sait que l'ours des cavernes a disparu après l'hyène des cavernes. Il sait que le cheval, lui, il compte pas parce qu'il est tout le temps là, et puis il est encore là. Il sait que le renne, à un moment donné, on le trouve plus quand le climat se réchauffe. Il avait compris tout ça. Donc il fait une chronologie à partir, d'une part, de la forme de l'outillage, et d'autre part, de la succession des extinctions des espèces. Le Cermégacéros, il sait qu'il a disparu à un certain moment. Après l'ours, après l'hyène, après l'ours, etc. Et donc, il fait des corrélations entre ça. Et il arrive à la première grande classification qui est à l'exposition universelle, où je m'inscrirai un tout petit peu
en faux, c'est que, oui, Mortillet est secrétaire de l'exposition universelle, mais c'est l'Arte qui en est le maître absolu. Et au fait de sa carrière, quand tout arrive, c'est l'Arte qui classe, parce que c'est là qu'il peut affiner. Et vous imaginez, c'est vrai, on ne se rend pas compte, mais l'archéologie de l'époque, vous trouvez ça, alors on vous envoie par une petite boîte, et puis après vous renvoyez la petite boîte. Un tel, il a trouvé quelque chose. Ah ben ouais, à Solutré, il vous envoie des boches, et puis il repart. Et on n'a jamais les objets les uns à côté des autres. Quand arrive l'exposition universelle, il n'a qu'à ouvrir les caisses, toute l'Europe lui envoie l'archéologie. Non mais vous imaginez la chance inouïe. Et à ce moment-là, il affine ses classements. Et quand on lit le classement qui est publié par la commission impériale, on voit bien la numérotation. C'est évident, c'est clair, c'est évident. C'est pas Mortillet qui l'a faite, c'est l'Arte, c'est sûr. Mortillet, il l'a aidé, bien sûr. L'Arte l'a fait à partir des sites qu'il a fouillés, justement. Des sites qu'il a fouillés, et quand arrivaient les colis des autres, il pouvait corréler. Voilà, et il arrivait à corréler comme ça. Et c'est comme ça qu'il a établi la dernière chronologie qui était juste. Pas sa classification paléontologique. Ne tient pas, sauf l'âge minéral, c'est tout. Le reste, ça existe. Mais l'âge du mammouth, l'âge du grand, de l'hyène, etc., ça ne tient pas, parce qu'il y a une périoration. Oui, oui. Mais parce que. C'est pas oui. suffisamment rigoureux, la classification. Mais c'est pas de sa faute. C'est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a permanence des animaux. Oui, parce qu'il a mis, mais c'est pas pertinent si on s'en tient à la seule paléontologie. Voilà. Et si on ajoute ce qu'il a fait, la forme de l'outillage qui varie, le harpon est plus récent, etc. À ce moment-là, oui, sa classification tient la route. Voilà. Une autre question ? Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. L'ouvrage de Nathalie Rouquayrol, L'origine de l'homme, Édouard Lartet, 1801-1871, de la Révolution du singe à Cro-Magnon, est publié aux éditions Loubatière. Vous venez d'écouter une rencontre à la librairie Ombre Blanche, enregistrée jeudi 9 décembre 2021, réalisée et mise en onde par Radio Radio.